Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, je passe maintenant au format coffret 3 DVD, oui, si vous permettez bien, et que ça s'enchaîne vite fort avec, ben, normalement un tournoi plus prestigieux, mais aussi un pay-per-view qui était autrefois iconique, The Best of the King of the Ring. Oui, donc on va parler des anciens rois du tournoi du King of the Ring, mais aussi sur des moments marquants qui a eu lieu en pay-per-view concernant le show King of the Ring. Alors, avant que je commence à citer ça, à vous montrer les images, etc., je vais vous dire qui ont été les rois du catch selon moi, notamment dans le King of the Ring, car j'ai tout, on va dire, cité, noté. Celui qui avait remporté le premier tournoi, si je crois bien, c'était Don Moraco. Don Moraco, le magnifique. Harley Race, qui se fera appeler The King Harley Race. Macho Man Randy Savage, qui se fera appeler Macho King. Et The Million Dollar Man Ted DiBiase, senior. Tito Santana, et bien sûr, durant 2 années consécutives, entre 91 et 93, ou alors 91 et 93, c'est Bret Hart. Même si je pense qu'il y en a qui me diront Jerry Lawler, il a aussi été roi du ring. Sauf qu'il faut savoir, c'est que Jerry Lawler, sa gimmick du King, il l'avait bien avant la WWE. Donc lui, il n'avait pas besoin de gagner ce tournoi pour se déclarer roi, vu comment il était déjà le roi des rings. Même si je pense qu'il en manque certains des matchs à citer dans ce DVD. Mais après, je sais pas s'il y avait aussi le roi Haku, parce que je crois qu'il y avait lui, le roi Haku, mais sauf qu'il n'est pas noté du tout. Bon, allez, je poursuis. Bret Hart, Owen Hart, Mabel, Stone Cold Steve Austin, Hunter Hearst Helmsley, Triple H, Ken Shamrock, Billy Gunn, Kurt Angle, Edge, Brock Lesnar, Booker T, William Regal, Sheamus, euh, Wade Barrett. Ça, c'est plus dans l'ère moderne. Et après, 2019, c'était Baron Corbin. Et 2021 ou 2022, je pense que c'est Xavier Woods. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce genre de tournoi. Et dire qu'on a failli avoir un show en Arabie Saoudite nommé King et Queen of the Ring. Et vous avez compris, ils ont changé en mettant Night of Champions. Voilà toute l'histoire. Donc là, on voit tous les catcheurs qui ont été rois du ring. Même s'il y en a qui n'ont pas forcément porté la couronne, à part Bret Hart et Booker T. Et voilà, quoi. Il y a Kurt Angle, William Regal, Brock Lesnar, Edge, Sheamus, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Ken Shamrock. Et là, c'est les photos avec la liste des matchs qui dure environ 7 heures et il est en anglais et un peu en allemand. Voilà, l'arrière. En tout cas, vraiment joli. Ça fait côté classe et royal. Et derrière, je pense que... Ah mais non, il n'y a rien. Que des rideaux rouges. Quelle coïncidence. Mais bon, vous saviez qu'il y a 3 DVD, vu comment c'est noté. Même si je pense pouvoir vous avertir, il n'y a pas, on va dire, les noms que j'avais cités en premier lieu dans ce DVD, vu comment celui qui ouvre le bal pour le programme du disque, c'est Booker T en tant que King Booker, qui va notamment citer, comme j'avais dit tout à l'heure, Don Moraco,
allez, je l'avais dit tout à l'heure, Don Morocco, Harley Race, Macho Man Randy Savage, Ted DiBiase, Tito Santana, en passant par Bret Hart. Eh ben, c'est exactement le match qu'on va avoir lieu, mais sauf qu'il n'est pas en ordre chronologique. Il n'est pas en ordre chronologique, vu comment, on va dire, avant le tournoi, c'est le match pour le titre de la WWE entre Hulk Hogan et Yokozuna. Et ça s'est déroulé, bien sûr, au King of the Ring, mais le 13 juin de 1993, ou 1993, si vous préférez. Euh, Tout le monde savait que Hulk Hogan allait se barrer pour aller à la WCW. C'est pour ça que Yokozuna l'a, on va dire, entre guillemets, détruit, le Hulkster, notamment en faisant sa descente de la cuisse en imitant Hulk Hogan et en le battant pour le titre. Donc voilà, on sait que c'est victoire de Yokozuna. Ce match-là, je lui avais mis un 3 et il va pas bouger, vu comment c'était pas non plus un des meilleurs matchs ever. Et là, pour la finale, pardonnez-moi, et pas la finnois, ça ne veut rien dire, la finale du tournoi du King of the Ring, Bret Hart contre Bam Bam Bigelow. Match totalement un peu correct, je dis bien un peu parce que il a un petit peu de trucs qui perturbent de temps en temps la rencontre, mais il n'était pas si dégueu que ça. Et que voilà, divine surprise, c'est Bret Hart qui arrive à battre Bam Bam Bigelow pour devenir pour la deuxième fois le roi du King of the Ring. Et c'est la deuxième fois, hein, sachez-le, ça fait 2 fois qu'il remporte le tournoi de King of the Ring, vu comment la première fois il avait, il avait été en 1991. Et en 93, ben c'est justement lui. Et c'est justement là, au moment où Jerry Lawler dit que, en tant que présumé roi, il n'est pas satisfait, comme quoi Bret Hart remporte pour la deuxième fois le tournoi du King of the Ring, et que il trouve que c'est pas très légitime, digne d'un roi, et que la seule chose qu'on peut, on va dire, le faire déclarer en tant que roi, c'est qu'il faut embrasser les pieds du roi. Donc, entre guillemets, euh, Jerry Lawler veut que Bret Hart lui embrasse ses pieds. Un truc que Bret Hart n'est pas d'accord, vu comment il dit que le roi n'est pas satisfait, on va dire l'ex-roi de Pacotille, qui le surnomme Burger King, donc le roi des burgers. Et il fait chanter la foule en disant Burger King, Burger King. En plus, ça, je l'avais dit dans le Target classique du King of the Ring de 1993 à 94. Et ça n'a pas, on va dire, du tout changé, vu comment tout ce que j'ai dit était dit. Donc, vexé, Lawler, il attaque par traîtrisme Bret Hart en lui éclatant sa couronne, même le sceptre, en jetant la cape ben, en dehors du podium. La chaise du roi détruite. Bref, il avait une rage contre Bret Hart. Il avait vraiment une rage contre lui. Mais bon. Ce match-là, il faut que je le trouve. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais le trouver. 3,40 pour Bam Bam Bigelow et Bret Hart. Et on poursuit justement avec son petit frère, mais contre Razor Ramon. Donc le 19 juin de 1994. 94 plus précisément, où bien sûr c'est là où Owen Hart il va se déclarer le roi du cœur. Même s'il s'est fait aider par Jim Neidhart, oui parce qu'il s'est fait aider pour remporter le tournoi, mais pour certains fans qui apprécient le bon catch, ça restera toujours le roi du cœur. Et un truc que j'ignorais parce que j'ai vu que ça spoilait au niveau du jeu Fight Forever, comme quoi il y aurait un personnage de Owen Hart dans le jeu et qu'il est jouable. Ça, c'est un truc qui est totalement étonnant, vraiment étonnant. Même si c'est pas la première fois que Owen Hart apparaît dans les jeux de catch. Par exemple, je sais que dans les années ben, 90, 90, on va dire ça comme ça, il avait figuré dans quelques jeux de catch de la WWE. Dans les années 2000, c'était dans Showdown Legend of Wrestling, que je n'ai pas malheureusement, que ce soit en PS2 ou en Xbox, toute première Xbox.
Ils ont fait, on va dire, le showdown, le 1 et le 2 de Legend of Wrestling, que je n'aime malheureusement pas. Et maintenant, ça va être dans AEW Fight Forever. Et c'est pareil pour Cody Rhodes, vu comment il figure notamment dans le jeu 2K23, mais aussi dans le jeu Fight Forever. Un double exploit pour Cody. Et non, ce n'est pas une blague. Ce n'est vraiment pas une blague. Concernant le match entre Owen Hart et Razor Ramon, parce que j'ai pas besoin de dire tout ça, de comment ça se termine le match, bah, c'est 3,40 d'office. Et là, maintenant, un match où le perdant... Attendez, parce que je dois un petit peu couper, parce que je dois prendre quelque chose, excusez-moi. Voilà, je poursuis. Bon, la stipulation que personnellement je n'apprécie pas du tout, qui est le vrai roi, entre guillemets, ça c'est la question qui est posée, entre Bret Hart et Jerry Lawler, et c'était en 95, donc le 25 juin 95. Et en 95, vu comment j'avais peut-être pas cité qui avait remporté le tournoi du King of the Ring, eh ben c'était Mabel, qui se fait appeler le King Mabel. Mais il n'y a pas un match où il y a King Mabel. C'est ça ce qui me dérange un peu plus quand on ne voit pas du tout ce qui se passe. On se dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis Mabel Et la moitié des matchs, pourquoi ils n'ont pas mis Et que, voilà, vu comment vous citez les anciens rois, vous aurez dû les mettre. Eh ben, pas du tout, on ne comprend pas leur choix. Bon, dans la stipulation que j'ai dit que je n'apprécie pas, ben, c'est Kiss My Foot Match. Donc en gros, embrasser les pieds. Et je suppose qu'il y en a qui ne savent pas de quoi, on va dire, tout ça signifie là-dedans. Il y en a qui le savent, il n'y en a pas du tout. Bon, ça c'est une situation carrément typique pour Jerry Lawler, vu comment Jerry Lawler, il avait passé, on va dire, des jours sans laver son pied droit. Je crois que c'est son pied droit. Et ben, vu comment il ne lavait pas du tout son pied droit, petit à petit, ça commence à pourrir et, euh, et c'est totalement dégueulasse avec des champignons sur son pied. Et quelle infection! Vraiment, quelle infection! J'espère que, on va dire que c'était un peu voulu ou prévu, mais bon, tout ça, pour moi, ça a de mauvais goût. Voilà, moi je trouve pas ça génial d'embrasser le pied dégueulasse de l'autre. Pour moi, ça c'est pas mon catch du tout. C'est plus un truc pour, je sais pas, j'ai vraiment pas le mot, mais tout ce que je sais, c'est pourri, quoi. C'est absolument pourri. Et que, voilà, si c'est Bret Hart qui remporte la rencontre, eh ben, c'est Jerry Lawler qui va lui embrasser les pieds. Dans le match, il s'est un tout petit peu passé de peu de choses. Même si je me rappelle que c'était, on va dire, du pur technique. Et, et Lawler, c'est vrai qu'il fait pas mal le couillon, même s'il n'assume pas ses propos, ce qu'il avait dit sur Bret Hart, notamment en parlant de sa famille. Et que, voilà, il fait, on va dire, le dur, mais il sait bien qu'il va se faire ratatiner par ben, l'excellence de l'exécution. Donc je me rappelle, ça partait dans là. Même si je me rappelle qu'il y avait une intervention de Hakushi, vu comment il voulait s'en prendre à Bret Hart. Mais Bret Hart, ben, lui, il s'occupe notamment de Hakushi, mais aussi de... Je sais pas si c'est Tiger Ginseng ou... Oh, je ne sais plus, mais je sais bien qu'il s'occupait du manager et du catcheur. En même temps, aussi vers Lawler. Lawler, par contre, il a fait une erreur. Il a, on va dire, dé... délacé sa chaussure pour, on va dire, passer directement à l'humiliation directe. Donc, il était pressé de retirer ses godasses pour montrer son pied puant, quoi. Voilà, c'est, on va dire, une erreur de sa part de faire ça, vraiment une terrible erreur. Même s'il va corriger cette erreur en mettant sous son pied, parce que c'était pas encore le bon moment, de l'insulte à l'humiliation. Et pourtant c'est Bret Hart qui fait, on va dire, une double prise, un backbreaker, descendre du coude, et surtout, il passe en sharpshooter, et Jerry Lawler, il l'abandonne.
en chuchotant à l'oreille de l'arbitre, vu comment il peut pas, on va dire, faire grand-chose. Et c'est là où Bret Hart, eh ben, il délace ses chaussures, enfin ses bottes de combat. Et lui, c'est pas pour le faire embrasser les pieds, mais plutôt mange mon orteil. Ah, mange mon orteil, c'est bon, c'est du bon fromage. Bouffe ça. Mais bon, même si je suis sûr que dans son côté à Bret Hart, ça lui a pas du tout plu, ce côté délire embrasse mes pieds, bouffe mes pieds, quoi. Je suis sûr que ça lui a totalement dégoûté plus qu'autre chose. Et pour encore plus humilier Jerry Lawler, eh ben, il lui retire sa chaussette, ses chaussures en premier lieu et ses chaussettes, et lui fait bouffer son pied totalement dégueulasse. Et voilà, maintenant, le Burger King, il part avec tous les honneurs, le déshonneur du public, alors que Bret Hart, eh ben, il est accueilli en tant que super-héros. Le match, je vais pas dire, il est pas mauvais. Au contraire, il est un peu excellent. C'est plutôt la stipulation qui me pose problème. Pour ça, je lui mets un 3,50 parce que c'était un bon match et pas parce que la stipulation est géniale. Parce que la stipulation est nulle à chier. Voilà. Comme ça, on est très bien d'accord. Voilà, très bien d'accord. Et là, maintenant, en 23 juin 1986. Oh, 86. 96. Oh, j'ai l'habitude en disant 86. Mais non, c'est 96, en 96 bien sûr, entre Ahmed Johnson contre Goldust pour le titre intercontinental. Bon, il y avait une histoire, vu comment Ahmed Johnson, il s'était fait, on va dire, je pense, démoli par Vader, et Goldust qui traînait dans les parages. Eh ben, il voulait réveiller Ahmed Johnson, mais sauf qu'il l'a réveillé en l'embrassant sous la bouche. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il est pas un peu gay quand même, Goldust? Bien sûr, il le fait exprès, hein. Il le fait exprès, notre cher Dustin Rhodes. Et du coup, bah, ça ne plaisait pas à Matt Johnson qui est entêté, car voilà, il aime pas se faire embrasser par un mec, mais ça je le comprends. Donc un match qui part directement direct, pas non plus du grand spectacle concernant bah, du côté, je sais pas moi, grand surprise, grand truc. Non, il n'y avait pas, on va dire, à peu près tout ça. Vraiment pas du tout, à part que Goldust a tenté plusieurs fois de faire déstabiliser Ahmed Johnson. Mais Ahmed Johnson ne se laisse pas du tout déstabiliser. Au contraire, ça lui permet de se remotiver, d'être entêté, être en explosion. Et en explosion, il va le faire, vu comment, je me rappelle à la toute fin, il fait un Spinebuster et suivi d'un Tiger Bomb. Ouais, il fait un genre de Tiger Bomb et il remporte la ceinture. Donc, nouveau champion Ahmed Johnson. Ce match-là, 3,40. Je sais que ça fait beaucoup, mais bon, il faut faire avec ce qu'on peut. Et là, maintenant, oui, maintenant, pour la finale du tournoi du King of the Ring, Stone Cold Steve Austin contre Jake Roberts. Toujours dans le même jour, mois, année. Comme ça, on est bien d'accord. Aucune surprise, c'est Stone Cold qui remporte le tournoi. C'est vraiment aucune surprise. Car il a passé vraiment du moment à démolir Jake Roberts. Et que c'est là où il va lâcher sa fameuse promo. Oubliez les gens 316, Austin 316 vous mettra une sacrée branlée. Mais bon, voilà, vous avez compris, c'est lui le nouveau roi du King of the Ring, même s'il n'a pas l'air d'un roi. Vu comment lui, c'est plutôt le roi de la... Un peu, on va dire, le côté borderline qui en a, le côté rebelle, le côté agression sans faille. Donc, vous avez bien compris. Concernant ce match-là, il faut que je le trouve. Où est-ce que t'es, toi? Je suis sûr que t'es pas loin, toi. 3,5. Je lui avais mis un 3,5. Maintenant, on passe au DVD 2. Shawn Michaels contre The British Bulldog, Davey Boy Smith. Toujours dans le même show, vu comment on a eu 3 matchs dans le même show.
Eh ben, c'est, on va dire, pour le titre de la WWE, là où il y avait Mister Perfect Kurt Hennig en tant qu'arbitre spécial, mais à l'extérieur du ring, vu comment... Alors, Lepner, il était l'arbitre officiel. Le match, je l'ai déjà, on va dire, fait une review dans le coffret de Heartbreak and Triumph de Shawn Michaels. Donc, c'est sûr, c'est victoire de Shawn Michaels. Grâce à un switch in musique, parce qu'il s'est passé énormément de choses dans le match. Des fois, c'est des grosses prises, des fois, c'est de la psychologie et un peu du côté showman dans le ring. Mais bon, le reste, c'est que du côté prise, un peu de technique. Et au moment où il remporte le match, eh bien, il se fait attaquer justement par Owen Hart, qui tentait de le faire un Udzigiri, mais il se fait, on va dire, esquiver le Udzigiri et il part en figure 4 leg lock de la part de Shawn Michaels. Il fait un genre de petit paquet sur Bulldog comme si c'était pour le déstabiliser, mais ça ne servait à rien. Même s'il y avait Jim Cornette qui s'en mêlait, mais bon, il allait s'en ramasser une, et c'est là où les deux beaux-frères s'allient et passent à tabac Michaels, mais Ahmed Johnson, qui avait combattu dans la soirée, il vient défendre le champion, mais lui aussi va se faire allumer, mais par Vader. Et après par Vader, c'est là où Ultimate Warrior arrive pour sauver le champion et sauver les meubles. Voilà tout. Ce match-là aussi, 3,5. Voilà, pour moi, ça n'a aucune surprise. Je sais, c'est un peu décevant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais bon, et là, maintenant, au King of the Ring, le 8 juin 1997, ou 97 si vous préférez, entre Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels. Alors, ce match-là, il est présent dans Legacy of Stone Cold Steve Austin. Je l'avais déjà tout cité dedans. Le seul truc qui m'a marqué, et ça, il est présent dans ce coffret-là, comme dans le DVD de Steve Austin, c'est que c'est là où Stone Cold, il fait un doigt d'honneur à Shawn Michaels en faisant un énorme coup de bélier. Là où il y a un fan qui est pas, on va dire, c'est pas un fan lambda qui a toute sa tête, qui est en très bonne forme. Non, c'est quasiment un autiste. C'est soit un autiste ou un trisomie. Euh, il arrive, il arrive à passer la barrière, mais aussi à essayer de monter dans le ring, mais sauf qu'il se fait, on va dire, un peu prendre de force par la sécurité. Bon, vous connaissez l'étendue, ceux qui font ça, et c'est extrêmement stupide de la part des fans de faire ça, parce que quand un fan passe la barrière et qu'il va jusqu'au ring, vers les catcheurs, c'est là où ça dégénère. C'est là où les catcheurs réagissent. Car ils vont pas se laisser déranger sur le lieu de travail. Et ça, je comprends totalement le fait d'un peu être vigilant avec la sécurité, mais là, c'est pas, on va dire, un fan agressif, c'est plutôt quelqu'un qui n'aime pas, on va dire, le côté méchant. Voilà, il n'aime pas le côté méchant. Et du coup, Stone Cold et Shawn Michaels se regardent ça d'un air confus en disant qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu ça à ce moment. Même si je me rappelle que Shawn Michaels voulait aller vers lui pour, on va dire, arranger la situation, même s'il n'a pas encore fini ses affaires personnelles avec Stone Cold Steve Austin. Ils lui font un fuck avant de partir à l'extérieur, même si Stone Cold vas-y en disant, enfin il dit allez vas-y, fais ce que tu as à faire, je m'en balèque. Il s'en balèque. Donc il raccompagne cet enfant, soit on va dire pour s'asseoir dans les tribunes ou dans le public. Et que... Ouais, parce que je suis obligé de citer ça, parce que moi ce truc-là, il m'a un peu marqué comme dans le coffret. Et il dit, t'en fais pas, je vais m'occuper de lui, ne te fais pas de soucis, moi je suis le boss, je suis la star du moment, t'en fais pas. Donc il lui dit ça, et que après le match, il lui dit sûrement, après le match, je te promets, t'auras une photo et une dédicace, comme ça, voilà, t'auras passé un énorme moment. Donc il lui fait, on va dire, un genre de promesse. Même si je suis sûr qu'il a peut-être pas dit ce que je voulais dire, mais bon, ça reste quand même drôle de voir ça, même si
Je pense que ce garçon a été raccompagné par sa maman ou par sa grande sœur, je ne sais pas. Mais bon, c'est là où les deux catcheurs reprennent, continuant leur petit business dans le ring. Oui, oui, oui. Mais après, le catastrophe survient avec les arbitres. Vous saviez, les arbitres font dodo. Un coup qui se mange un coup. Parce que, oui, il faut savoir, ils ne font jamais la sieste au moment qu'ils font la route. Même si c'est pas vrai ce que je raconte, mais bon, j'aime bien, on va dire, le dire parce que c'est tellement drôle à quel point les arbitres, ils se font allumer. Et je sais que ça fait partie du scénario, mais maintenant pour moi, j'ai l'impression que c'est du vu et revu. Et on dirait qu'ils utilisent encore le même tactique, le même schéma qu'on a vu des centaines de fois. Et du coup, ben, je suis obligé de vanner dessus. Donc ce n'est pas victoire de Shawn Michaels, ni victoire de Stone Cold Steve Austin, c'est victoire de aucun des deux. Victoire d'aucun des deux, et peut-être aucun défaite. Donc c'est là où il y a la désillusion et que les deux catcheurs sont renvoyés au vestiaire directement. Mais là, voilà, maintenant je passe. Pour ce match-là, attendez, pour ce match-là, 3,70. Voilà, on est bien d'accord sur ça. Et là maintenant, ben, Triple H contre Mankind. Donc toujours dans le même proverbe du show. Donc pour moi, c'est aucune surprise, c'est Hunter Hearst Helmsley Triple H qui remporte le tournoi du King of the Ring, vu comment je l'avais déjà dit dans The King of Kings, There's Only One, j'ai pas besoin de le redire. Au moment où il met la cape et qu'il y avait, on va dire, la couronne, il veut, on va dire, le mettre, mais sauf qu'il ne veut pas le mettre. Mais bon, il faut savoir, c'est que à cette période, entre 96 et 97, Triple H, il était vraiment dans une impasse, il était vraiment en train de jobber, car il était en très très bas de l'échelle, vraiment très bas de l'échelle. Même lui, il le raconte, c'est pas, on va dire, une blague, c'est un fait. Donc pour lui de remporter le King of the Ring, eh ben, ça a été pour lui un genre de renouveau pour Triple H. Même s'il avait loin d'être terminé avec Mankind. Voilà, pour moi, c'est aucune surprise, ces victoires de Triple H. Et là, maintenant, en 98, dans la finale, bien sûr, Ken Shamrock contre The Rock. Là où il y a Triple H qui était dans... allez, il était dans la table des commentateurs avec Chyna. Il commentait le match et je me rappelle au moment où The Rock allait vers lui, Triple H, ben, il lui parle en le trash talkant, bref, des mots que, voilà, que je peux, on va dire, vous dire vague, mais très vaguement, et qu'il il boit comme s'il allait boire de l'eau, mais sauf qu'il le boit pour le cracher à la gueule de Rock. Le Rock n'apprécie pas qu'on lui crache à la gueule, vu comment c'est lui qui crache dans sa main avant de lui mettre la baffe dans la tronche, vu comment c'est lui qui adore donner des grosses baffes physiques. Donc il n'aime pas se faire manquer de respect. Vraiment pas du tout. Concernant le match, il s'est passé des tas de trucs. Tentative de rock bottom qui ne passe pas. Tentative de ankle lock qui ne va pas, on va dire, être calé d'office. Calé qui veut dire coincé. Pas mal de trucs. Vraiment pas mal de trucs. Mais au moment où le rock il fait une erreur, eh ben, il se fait, on va dire, prendre par un ankle lock de Ken Shamrock. Et ce dernier n'a pas le choix d'abandonner. Parce que s'il n'abandonne pas, Shamrock lui casse réellement. Vu comment on connaît un peu son passif dans le MMA comme dans le catch. Donc c'était lui le King of the Ring, enfin le roi du ring quoi. Et maintenant après tous les espoirs que j'ai pu dire par rapport aux autres catcheurs, on va passer à un match que j'ai beaucoup trop dit et je ne vous cache pas, je suis un tout petit peu saoulé de le citer vu comment. Pourquoi est-ce qu'à chaque DVD ils mettent ce match-là alors qu'on a compris, les gars, entre l'Undertaker et Mankind, on sait que c'est le match qui a fait, on va dire, propulser la carrière de Mick Foley, comme pour l'Undertaker. Voilà, c'est bon, on a compris. C'est là où il y a du chute du haut de la cage, même dans les punaises, Undertaker remporte le match. C'est pas compliqué. Le match là, 4,80, c'est pas la peine de me le redire. Voilà quoi, je suis un tout petit peu saoulé de le dire ça, mais il fallait que je le dise. Maintenant, je passe au DVD 3, et ce match-là, il est présent dans le coffret
tombstone de l'histoire de l'Undertaker. Là où il était en mode Ministry of Darkness. Dans ce match-là, rien d'autre spécial, si ce n'est que je me rappelle qu'ils se sont battus dans le public, comme dans l'entrée du ring, jusqu'au ring, justement jusqu'au ring. Et celui qui avait remporté le tournoi du King of the Ring, c'est pas sorcier, c'était justement Billy Gunn. Vraiment Billy Gunn, alors que on le cite même pas du tout. Il est vraiment tombé aux oubliettes, alors qu'il a remporté ce tournoi. Peut-être qu'il serait appelé King Ass, s'il aurait voulu. Mais non, la WWE l'a pas fait profiter de cet instant à lui. Dommage, tellement dommage. Bon, c'est là, comme m'avait, on va dire, un peu signalé Monsieur VVE Souvenir, quoi. Enfin, Réseau Souvenir, quoi. Comme quoi, on va dire, Paul Bearer, il avait sorti son mouchoir rouge avec du chloroforme. Il avait donné à l'Undertaker pour que celui-ci le fait endormir The Rock. Mais sauf que c'est l'inverse, c'est The Rock qui fait endormir Undertaker. Et par contre, son sommeil était micro. Hein. C'est un micro-sommeil pour l'Undertaker. Je crois qu'ils ont un tout petit peu exagéré le truc. Hein, en mettant, on va dire, un mouchoir plein de chloroforme. Et ça fait aucun effet sur le Deadman. Alors qu'on se rappelle, lors de WrestleMania 9, quand Giant Gonzalez lui a fait, quoi. Mais bon, pour The Rock, il se fait prendre un pedigree de la part de Triple H. Et pendant ce temps-là, Undertaker, il fait le tomber comme si de rien n'était, mais sauf que, voilà, il se relève d'un pedigree. Mais que l'Undertaker se relève comme si de rien n'était, comme si il n'avait pas été, entre guillemets, dormi par le produit que The Rock lui a fait. C'est un tout petit peu osé de comment il se relève comme si de rien n'était. Avant d'enchaîner son tombstone sur The Rock. Donc bien sûr, c'est victoire de l'Undertaker. 4,40 ce match-là. Oui, je sais, 4,40. Et là maintenant, en 2000, vraiment en 2000. Ouais, en plus l'explosion de Kurt Angle en plus. Un match par équipe à 6 pour le titre de la WWE. Le titre de Triple H était en jeu. Donc Triple H, Monsieur McMahon et Shane McMahon contre The Rock, Undertaker et Kane. L'association entre The Rock, Kane et Undertaker, c'était pas, on va dire, de la très très bonne entente. Vraiment pas de la bonne entente. Et que ça se laisse voir et ça se laisse entendre. Alors que du côté, il y en a qui s'entendent très bien du côté des McMahon. Mais bon, il s'est passé énormément de trucs que je peux pas vous citer, même si je me rappelle que Kane a un peu trahi une nouvelle fois son frère d'armes, et aussi The Rock, mais sauf que, voilà, pas le temps de rigoler pour Kane qui fait un chokeslam sur Triple H, et que l'Undertaker, pas content d'être nouveau trahi, il allume son petit frère, comme il allume Shane McMahon, en le faisant passer à travers la table, en faisant un chokeslam. Et du coup, il restait plus que Monsieur McMahon et The Rock, et que McMahon voulait faire son People's Elbow, bref, son McMahon Elbow, si vous permettez. Il se fait attraper par un Rock Bottom, victoire de The Rock. C'est lui le nouveau champion d'office. Ce match-là, 3,60. Et par contre, je l'avais pas dit avec Ken Shamrock et The Rock, c'était 3,60 aussi. Je l'avais complètement oublié de dire. Mais au moins, je me rattrape. Ah, pourquoi j'ai, on va dire, pas trop la motivation de le dire ça alors que je peux le dire. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais bon. Maintenant, c'est en 2000. Donc, toujours le 25 juin 2000. Qu'est-ce que je raconte? Entre Kurt Angle contre Rikishi. Faut savoir, c'est que Rikishi, c'est soit il vendait une blessure au bras, soit il était blessé pour de vrai, mais il était tellement atteint du bras que Kurt Angle a travaillé dessus. Même si je me rappelle que Kurt Angle évitait son gros fessier à Rikishi.
donc le Sting Face. Donc il veut pas, en disant, oh c'est dégueulasse, je veux pas, non, je veux pas, moi, je veux pas. Vous êtes malade. Voilà. Ben, pourtant, il aura subi le Sting Face, qui est tellement humiliant, mais qui est drôle à la fois. Bon, après, le spot final, je vais vous dire, le spot final, je pense que je m'étais trompé dans Essentiel Collection de Kurt Angle. Au moment où Rikishi était sur la troisième corde et que Kurt Angle le rejoint, il voulait faire un belly to belly over the head suplex, mais il a changé, on va dire, d'avis, en faisant un belly to belly suplex de la troisième corde. Et il remporte le match, Kurt Angle, il remporte le match, donc c'est lui le nouveau roi. Donc victoire de Kurt Angle, 3,20, je l'avais mis. Et là maintenant, ben, on passe au 24 juin 2001 pour le titre Light Heavyweight entre Jeff Hardy et X-Pac. Alors, entre Jeff Hardy et X-Pac, même si je sais qu'en premier lieu, il y a eu Edge contre Kurt Angle, ou alors je peux le dire direct, entre Edge et Kurt Angle, même si je sais que Edge a combattu 2 fois dans la soirée, mais surtout le plus surprenant que j'avais complètement oublié de citer, c'est que Kurt Angle, il a combattu 3 fois dans la soirée. En première manche, il bat Christian, Kurt Angle, et dans le tournoi, eh ben, il affronte justement Edge, et qu'il pensait pouvoir devenir pour la deuxième fois Monsieur Roi du Ring, mais il y avait intervention de Shane McMahon qui lui faisait un spear, et ça permettait à Edge de faire son Edgecution pour battre Kurt Angle et de se faire proclamer Roi du Ring. Donc oui, le nouveau Roi du Ring, c'est Edge. Mais sauf que lui, il n'a pas la couronne, mais bien la coupe. Voilà, il a ramené la coupe à la maison. Comme chantait un certain VG Dream. Bon, après, ça va pas, on va dire, s'arrêter ici. Lors du street fight entre Kurt Angle et Shane McMahon, alors, point intéressant, je ne savais pas, c'est que un YouTuber nommé Johnny Catch avait, on va dire, fait une vidéo sur leur rivalité lors de King of the Ring, lors du 24 juin 2001. Comme quoi, ce match-là aurait pu tourner en fiasco total. Et ça, je ne savais vraiment pas du tout. Donc, bien sûr, vous avez bien compris que Kurt Angle, il catch 3 fois dans la soirée. Et la troisième, ben, il clôture face à Shane McMahon. Il clôture. Et pourtant, c'était pas le main event. Hein. C'était vraiment pas le main event. C'était le sous-main event avant le vrai main event. Tout ce qu'on peut retenir, et selon les propos de Johnny Catch, ça avait commencé avec des coups de poing très stiffs à la tronche de Kurt Angle. Ça ne lui plaît absolument pas. Même si je me rappelle qu'il y avait un spot à l'extérieur du ring, comme quoi Shane McMahon, il lui fait une souplesse arrière, et que apparemment Kurt Angle s'était cassé le coccyx. Ça, je ne le savais pas du tout. Vu comment, quand j'avais cité ce match, j'avais dit que c'était énorme. Vu comment les deux gars, ils enchaînent et ils en chient vraiment dans le match. Avec des tas de prises qu'ils ont portées. Surtout au niveau de l'entrée, où il y avait la vitre marquée King of the Ring. Donc les fameux vitres où ça se casse. Et que les vitres étaient résistantes. Donc c'était des vitres qui ne se cassaient pas. Mais bon, je me rappelle que Kurt Angle voulait faire un belly to belly over the head suplex pour faire passer à travers le carreau chez McMahon, mais sauf que la vitre ne se casse pas. En plus, c'est un vitre blanc en noir. Hein. Jusqu'à ce qu'il retente une nouvelle fois, et cette fois-ci, c'est cassé. Et selon, on va dire, les propos de Johnny Catch, eh ben, Vince McMahon était très très entêté par rapport que ce soit à Kurt Angle ou à Shane, vu comment ils ont un petit peu fait les cons dans le match. Donc il a cru que ça allait, on va dire, partir en vrille totale. Il a vraiment cru de ça. Alors que les gars, ils ont continué. Et qu'il a voulu refaire une nouvelle fois, 2 fois un belly to belly over the head suplex pour faire passer une nouvelle fois à travers la vitre blanche. Mais là, Kurt Angle, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Alors, il décide de le faire passer à travers, prendre un boîtier, un genre de caisse à roulettes, pour mettre Shane McMahon dessus, pour le faire amener au ring.
Ils continuent leur attaque, vraiment toute leur attaque. Même si Shane McMahon, avec tout le courage du désespoir, eh ben, il tente un Angle Slam sur Kurt Angle, mais ça ne va pas passer. Et là, fini de rigoler. Le spot final, c'est un Angle Slam de la part de Kurt Angle sur Shane McMahon. Et c'est Kurt Angle qui ressort vainqueur. Donc voilà, vous avez compris, ce match-là, je l'ai un peu trop dit, quoi. 3,40. Enfin, non, c'est pas 3,40, qu'est-ce que je raconte? Où est-ce que t'es, toi? Je l'avais. C'était pas 3,40, où est-ce que t'es? Ah, 4,20. Ce match-là, 4,20. Et par contre, j'avais oublié, pauvre Jeff Hardy et X-Pac. Oh là là, les pauvres. Bon, je vais pas passer par quatre chemins. Je me rappelle dans ce match-là parce que oui, j'ai oublié tellement que je m'y perds dans ce que je raconte que je suis totalement impossible. Oh, mais ça, c'est quand je vais trop vite et quand je m'essouffle trop vite, des fois. Donc, X-Pac voulait faire son Facebusters en finish et que au moment où l'arbitre fait le tomber, Jeff Hardy a un pied dans la corde. Même s'il avait tapé 3 l'arbitre, eh ben, il se retourne à la dernière minute et il se rend compte de son erreur et que le match continue. Et là, erreur de X-Pac, il voulait faire une nouvelle fois son Facebusters, mais sauf qu'il se fait briser la mâchoire, parce que Jeff Hardy a fait un brise-mâchoire. Il voulait aller sur la troisième corde pour faire le Sweaton Bomb. X-Pac a encore des miettes pour continuer le match, mais sauf que voilà, Jeff Hardy le pousse en le donnant un dernier coup. Et un Sweaton Bomb. Voilà, il clôture avec un Sweaton Bomb. Ce match-là, 3,5. Et que maintenant, je passe au match vers le 23 juin 2002. Voilà, je passe directement à ça. Entre Brock Lesnar contre Rob Van Dam. Bon, vous connaissez l'issue de ce match. Oui, vous connaissez. Brock Lesnar, il bat Rob Van Dam avec un F5 et il devient le roi du ring. Mais lui, pas besoin de sceptre, pas besoin de cape, pas besoin de couronne. Non, lui, c'est rien. Il a remporté que le tournoi de King of the Ring et basta. Ce match-là, 3,5. Je sais, c'est 3,5. Dans la même soirée, Hulk Hogan contre Kurt Angle. Même si, à première vue, ça m'a un tout petit peu étonné de voir ce match-là. Même si Kurt Angle, à cette période-là, il n'assumait pas encore du tout sa calvitie. Mais bon, je ne veux pas tout faire l'histoire. Vraiment pas tout faire l'histoire. Dans ce match-là, ben, c'est plus ce Kurt Angle qui veut tenter de riposter contre le Hulkster, Hulk Hogan. Il voulait tout tenter pour prendre le dessus, notamment en jouant dans la lutte amateur. Mais après, il commet une erreur. Hein. De temps en temps, Kurt Angle, il commet une petite erreur. Il se fait, on va dire, tirer la perruque par Hulk Hogan, qui le met sur sa tête comme si ça lui allait bien. Et que là, on se dit, oh, il nous a montré son magnifique crâne chauve à Kurt Angle. Bref, c'est un truc tout con, hein. Vraiment un tout petit truc tout con, mais qui est bien sympathique. Donc ça ne plaît pas à Kurt Angle. Il n'aime pas qu'on lui retire le casque de lutte pour éviter d'avoir des oreilles en chou-fleur, avec la perruque, donc il n'apprécie pas du tout ça. Même si, voilà, il a, on va dire, continué son attaque sur Hulk Hogan, notamment en s'acharnant sur sa cheville, car il lui fait une clé de cheville, le ankle lock, et après, ben, au moment où Hulk Hogan était à bout, ben, il abandonne du ankle lock. Donc c'est victoire de Hulk Hogan. Hulk Hogan. Victoire de Kurt Angle, excusez-moi, c'est victoire de Kurt Angle. 3,50, je l'avais mis lors du King of the Ring 2002. Voilà, je pense que ça va être bon pour ça. Et que là, maintenant, on passe du côté de Judgment Day le 21 mai 2006. Fini le pay-per-view nommé King of the Ring. Là, c'est justement ben, le match dans un pay-per-view majeur sans besoin de mettre King of the Ring à la fin. Bref, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais pour moi, ça me semble un peu clair, même si mes explications ne sont pas non plus très, on va dire, très très bien détaillées. Donc voilà, vous connaissez, c'est pas sorcier. Booker T devient le nouveau roi du ring en battant Bobby Lashley.
Et il bat Bobby Lashley grâce à une distraction de Charmel, mais aussi par Finlay, car il arrivait avec à son genre de Shidali, pour frapper à la tête de Bobby Lashley, pour que Booker, ben, il termine le boulot avec un coup de pied en ciseau, et il devient le nouveau roi du ring. Et c'est là où il se fera appeler King Booker. Et qu'on connaît son fameux terme Oh hell King Booker, comme il aime à le dire, avec un genre de petit accent jamaïcain. Qui en soi, l'accent n'a pas bien fonctionné ben, du côté de la TNA, de faire un accent jamaïcain lors de la Main Event Mafia. Mais bon, à peine couronné, à peine réussi, son objectif ultime, eh ben, il se fait spirer par Lashley, qui n'a pas du tout digéré ben, cette défaite. Mais victoire du nouveau roi quand même. 3,40 ce match-là. Et là, lors d'un épisode de Monday Night Raw, lors du tournoi de King of the Ring, la finale, le 21 avril 2008, donc entre CM Punk et William Regal. Alors, tout compte fait, dans le match, CM Punk, je crois qu'il joue sur une blessure au dos qu'il avait subie plus tôt dans la soirée de Raw. Je ne sais plus contre qui, mais je sais bien qu'il avait combattu. Mais il était tellement atteint du dos qu'il pouvait pas non plus trop faire grand-chose, si ce n'est un running du coin. Tentative du Bulldog, mais sauf qu'il se fait prendre par un back body drop de la part de William Regal. Et que après c'est coup pour coup, prise pour prise, kick après kick de la part de CM Punk sur William Regal. Et pareil pour CM Punk. Il est annoncé pour collision et espérons que c'est pour bientôt. Et on espère qu'il va pas retourner à ses vieux démons parce que c'est vrai qu'on avait été un tout petit peu déçus de son attitude, mais espérons qu'il va réussir à remonter la pente et à redorer son blason, comme on aime dire ça. Mais bon, même si aussi à cette période en 2008, il était presque, je dis bien presque à son prime, mais il était en pleine évolution tout de même à la WWE. Alors que maintenant, on sait que CM Punk, il n'a plus rien d'autre à prouver vu comment il a un peu tout réussi dans sa carrière. Et j'ai rien d'autre argument à dire si ce n'est que j'ai tout dit par rapport à Punk. Donc dans ce match-là, il voulait tenter un go to sleep, mais c'est là où William Regal, il donne, je crois, il donne un sale kick dans la tête de de la part de William Regal, donc il donne un sale kick. Et après, il fait sa Regal Space, je crois. Vous voyez, c'est un genre de STF modifié en crossface. Et il le nomme à son nom. Ou on va dire Regal Crossface, on va dire ça comme ça. Et il fait abandonner CM Punk pour devenir le roi du ring. Et ce match-là, 3,70, j'ai bien apprécié ce match-là. Et maintenant, le dernier, Sheamus contre John Morrison, lors aussi d'un Monday Night Raw, le 29 novembre 2010. Pour moi, c'est pas sorcier, c'est victoire de Sheamus. Même si John Morrison, il s'est très bien défendu dans le match et il était ben, en bonne face, mais le reste, c'est Sheamus qui domine et qu'il fait un genre de Brogue kick suivi d'un Irish Cross, High Cross, le Razor's Edge qu'il adorait utiliser, et il bat John Morrison. Ce match-là, pour clôturer 3,40. Je sais, c'est pas surprenant, mais bon, voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est que voilà, j'ai tout cité ce qu'il y avait dans les matchs. Et je sens que j'en peux plus de parler, et pourtant je parle énormément beaucoup. Mais bon, j'ai exactement tout cité par rapport à ce genre de tournoi et aussi au match. Vu comment j'ai pas fait les choses à moitié, même si j'étais troublé et perturbé. Bon, concernant les matchs à l'ensemble, je trouve que c'est vraiment bien stylé quand même ce DVD, même si, voilà, dommage qu'il n'est pas en français. Mais je lui mets un 4, un 4,70. Voilà, un 4,70, je pense que ça convient. Ça peut énormément faire l'affaire, en tout cas. Mais bon.
C'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.